Hello! Bon, alors, on y a fait une autre vidéo que je là, en attendant que pour faculté pour qui me fini, qu'il y a une question de préparation. Comme il y a des gens qui demandent si pas bien et si pas bien révision, donc ça me décidé pour me faire pour nous. Je vais reprendre le livre pour nous parce que tellement prend goût dans vidéo online ça. Je me dis que bon, pour que ça me pas mettre tout coup en net, chapitre par chapitre. Donc, différence il y a avec l'autre bail. Au lieu pour me un bagage qui est plus ou moins global, qu'on va laisser en détaillé. Et nous allons commencer avec première partie du membre supérieur. Bon, puisqu'en fait, c'est ça qui intéresse nous. Nous devons commencer avec membre inférieur, mais là, ça peut-être une t'a dit inférieur. Et parce que c'est le membre supérieur que nous y est. Donc, nous, première partie, le membre supérieur qui est épaule. Donc là, c'est simplement, je nous sous-titre là, c'est squelette, articulation avec muscle. Et tout dit nous, à regarder des vidéos comme te bail, vidéo sur les mouvements de l'épaule, les mouvements de la scapula. Donc, je ne vais pas insister sur ça parce que là, c'est la série de vidéos ça que m'a fait, c'est gré anatomie que m'a choisi, que m'a suivre peau pour peau. OK? Donc, pas oublier, les cours complémentaires sur l'épaule, c'est les mouvements de l'épaule, faut regarder. Et meilleur bagalan, c'est anatomie, anatomie 3D. Ouais, en tout cas, si je peux faire, sur YouTube, il y a possibilité pour mettre vidéo l'autre monde la donne sans que vous pas dit c'est plagiat puisque c'est simplement retirer le titre la mettre là. OK, donc pas oublier à regarder les mouvements de l'épaule. Donc on va commencer avec première partie. OK? Donc qui ça épaule là est? OK, épaule là c'est ça qui permet membre supérieur là et coller dans le tronc. Alors, membre supérieur là, un petit bagage. En français, le terme qu'on utilise, c'est appendu. OK? Et c'est ça justement qui permet que membre supérieur là appendu. Différence gain avec le membre inférieur. Membre inférieur est encastré dans le tronc, tandis que membre supérieur là est appendu. OK? Et pour ça, il formé de la ceinture scapulaire avec les deux os de la ceinture scapulaire qui c'est clavicule en avant et scapula en arrière. Avec en plus, nous allons gagner les muscles qui parlent quimbezo sao et la partie proximale de l'humérus. Tout ça, il baille côté épaule là. Donc, on va commencer par squelette. Et on prend partie l'anzoyo qui est nécessaire, c'est-à-dire clavicule, scapula, et on prend simplement partie proximale de l'humérus, parce que c'est lui-même qui fait partie de l'épaule. L'autre partie, je nous parlerai, ça fait plutôt partie du bras. Donc, nous avons une clavicule là, qui est ici. Donc, la clavicule, c'est, je nous songer, c'est un os plat pour certains, un os long pour d'autres, mais plus un os plat parce qu'il n'a pas réellement il n'a pas réellement de canal médulaire. Donc, il faut plus considérer clavicule comme étant un os plat. Donc, c'est un os plat allongé de dedans en dehors avec deux courbures, okay, qui lui donne la forme d'un S. Donc, ici, nous avons un bord latéral, nous avons un bord médial. Donc, le clavicule à étudier deux extrémités, une extrémité latérale, une extrémité médiale, séparées par une diaphyse, et cette diaphyse, elle est aplatie de haut en bas. Donc, il va y avoir une face supérieure et une face inférieure. OK, bon, la face supérieure, elle est sous-cutanée, ou pas joindre un pile muscle sous lui. Et ces deux faces sont séparées par un bord postérieur et un bord antérieur. OK, et c'est surtout sur les bords que vous venir s'attacher les muscles. Donc la facette articulaire latérale est en contact avec acromion. Il dit qu'il y a une surface articulaire qui est orientée de façon inverse
Donc, clavicule en lui-même, j'en ai là, il a une petite facette articulaire qui a plutôt gardé vers le bas, on le voit ici sur une vue inférieure, tandis que acromion lui-même, il va avoir une facette articulaire qui va le garder sur le haut. C'est comme qui dirait, il était déposé clavicule là sur le manubrium sternal et sur l'acromion. Ok, donc pas grand rien qui parle des clavicules là sur la face supérieure. Donc on verra que c'est sur la face inférieure avec la ligne trapézoïde, le tubercule coroïde. C'est là qu'on va retrouver les ligaments qui peuvent tacher clavicule là, ok, avec le reste du tronc. Après ça, nous avons la scapula. La scapula, voilà. Donc, il y a la scapula. La scapula, c'est un os qui présente à l'étude, c'est un os triangulaire. Donc, qui présente à l'étude trois bords. Un bord supérieur, un bord latéral et un bord inférieur. Ok? Ces trois bords-là sont séparés par un bord supérieur, un bord latéral et un bord spinal. Ok? Et, ou encore bord médial. Et ces trois bords-là sont séparés par trois angles. Un angle supérieur, bon, si on retire le sous-bas là, on va montrer le plus bien. Là, un angle supérieur, un angle inférieur et un angle latéral. Donc, en plus, c'est un os aplati d'avant en arrière. Donc, il va le présenter deux faces. Une face postérieure qui sera traversée par un formidable processus qu'on appelle l'épine de l'omoplate et le bord antérieur qui sera beaucoup plus, la face antérieure qui sera beaucoup plus occupée par la fosse subscapulaire. Donc, pour étudier l'omoplate, on est obligé d'étudier tout le bagage ça et puis on pourra le dire qui ça la donne. Ainsi, le bord supérieur, pour le bord supérieur, l'extrémité latérale du bord supérieur sera occupée par le processus coracoïde qui c'est un processus en droit semi-fléchi. Ok? Mais avant ça, nous allons joindre incisure scapulaire. Ok? Le bord latéral, il est beaucoup plus massif parce que c'est là que monsieur Palvin attaché. Ok? Et le bord médial, on va dire grand chose parce que c'est là qu'il est un petit peu épaissi pour la tâche de l'angulaire de l'omoplate en haut et en bas par les rhomboïdes. Ensuite, la face postérieure, je nous là, il est séparé en deux par l'épine de la scapula qui finit par un bagage évasé quadrangulaire que aurait une extrémité évasée quadrangulaire que aurait acromion et sur laquelle on va retrouver une facette articulaire côté articulé avec clavicule et j'en ai dit il va orienter inversement avec clavicule ça. Épine scapulaire ça, épine de la scapula, il séparé face postérieure en deux, on partie qui enlève épine que vous parlerez les fosse supraépineuse et on partit pour l'insertion du muscle supraépineux, donc du muscle, genre on dit en fait c'est du muscle du même nom, et la fosse infraépineuse, on va trouver le muscle infraépineux et avec le petit rond. Ensuite, nous avons l'angle latéral. L'angle latéral, il est occupé par une cavité qu'on appelle la cavité glénoïdale, ok, qui est de forme ovoïde, ok, ça c'est ouvrier qui de forme ovoïde, tandis que gréan lui-même il est en forme de virgule. Bon, je sais pour ça, il y a les ouvrier 10 sous gré parce que moi même pas où elle semble une virgule. Plus ouais que ça semble un Z, c'est ça les formes ovoïdes avec un petit échancrure supérieur. Ok? Et c'est cavité glénoïdale ça, il parle justement vient en contact avec tête humérus. Ok? Je dis forme ovoïde, donc malheureusement, le magnifier, le mettre sous picola, pas de curseur pour le montrer. Et je vais laisser recommencer avec curseur, mais l'image a bien plus petit, c'est bien dommage. Donc, forme ovoïde ça, ok, il y a
une extrémité supérieure, donc on dit forme ovoïde, à petite extrémité supérieure, ou bien, on dit tout à grosse extrémité inférieure. Et nous avons deux facettes au-dessus et en dessous. Je vais magnifier là encore pour nous. Donc, au-dessus, c'est le tubercule supraglénoïdal, côté nous pral vini, nous pral une longue portion du biceps qui va venir attacher sur lui. Et en dessous, ou gain le tubercule infraglénoïdal. Ok, bon, moi c'est tout ça pour me dire pour scapula. En plus de l'échancre, nous avons deux échancres, ça que je oublié parler de ça. Ok, c'est la grande incision scapulaire ou échancre spino-glénoïdal, puis ça, il est comme ça, parce que c'est la tâche justement, c'est le bord de l'épine. L'épine a un bord latéral et c'est là qu'on vient attacher. Autre os que nous avons justement l'humérus, l'extrémité proximale de l'humérus. Extrémité proximale de l'humérus que nous gagnons. L'extrémité proximale, ça, il est séparé, il est formé de trois processus. Dans trois processus, ça, nous gagnons un processus qui est articulaire et deux processus non articulaires. Ok? Ensuite, ce qui sépare ces processus, hein, ok? Processus articulaire, c'est la tête, il vient séparer du reste de l'os par le col anatomique. Ok? Les deux tubérosités sont séparées par un sillon intertuberculaire. Ok? Et l'extrémité supérieure de l'humérus, l'extrémité proximale de l'humérus, finit par une zone amincie qu'on appelle le col chirurgical. Donc, le n'a parlé de partie proximale de l'humérus, n'obligez pas parler de tête, de col, de tubercule majeur, tubercule mineur, sillon intertuberculaire et le col chirurgical. Ok? Bon, alors la tête, nous, est son demi-sphère qui est orientée en haut et légèrement en avant. Et elle est recouverte de cartilage et est en contact avec la cavité glénoïdale de la scapula. Ensuite, nous avons ici le tubercule majeur. Le tubercule majeur, et il va, pour qui ça, ou bien tubercule ça, parce qu'il y a trois muscles qui peuvent insérer sous lui, qui peuvent rédier sous lui, et ainsi, on peut joindre au niveau du tubercule majeur, on peut joindre trois facettes, que je ne vais pas finir trop montrer là, ok, une facette supérieure pour l'insertion distale du supraépineux, une facette intermédiaire pour l'insertion distale de l'infraépineux et une facette inférieure pour l'insertion distale ou bien l'insertion humérale du petit rond. Ensuite, nous avons donc c'est la grosse tubérosité, les gros parce qu'il y a trois muscles, petite tubérosité lui-même, les plus petits parce que son seul muscle qui peut rédier sous lui c'est subscapulaire. Et entre les deux, on va avoir le sillon. Ok? Et ce sillon-là va être continué plus bas par, mettez le pico pour nous, ok? J'ai dit la lèvre latérale. Le sillon, il a deux lèvres, une lèvre latérale et une lèvre médiale. Ok? Et la lèvre latérale, ok, va se poursuivre pour former la tubérosité deltoïdienne ou encore, il y a un autre livre qui est le V deltoïdien où va venir s'insérer la partie distale du, je vais montrer ici, la partie distale du deltoïde. Donc là, nous avons l'autre vue, ok, côté où il y a tous les trois facettes et qui expliquait pour qui ça tubercule son tubercule majeur, ok, parce que justement il y a trois muscles qui viennent insérer sous lui. Ensuite, nous avons les articulations. Bon, par contre, si nous voyons bien, tu dois mettre en blanc, malheureusement, donc nous avons des articulations vraies, parce que songez bien que lorsque vous pouvez l'expliquer, là c'est l'anatomie descriptive de l'épaule,
Mais là, on parle là, anatomie fonctionnelle de l'épaule, songez que c'est pas seulement 3 articulations que nous gagnons. Nous gagnons 3 articulations, c'est-à-dire 3 liaisons entre les os, mais nous gagnons aussi 2 espaces de glissement, ce qui fait que nous parlons de complexe articulaire de l'épaule. Donc, les articulations vraies, c'est-à-dire mode de liaison entre 2 os que nous parlons rejoindre, c'est l'articulation entre le sternum et la clavicule, donc le sternoclaviculaire, l'articulation entre l'acromio et la clavicule, acromioclaviculaire, et en fin de compte, la grosse, la belle articulation gléno-humérale. Articulation sternoclaviculaire, il est caractérisé par 2 surfaces articulaires. En fin de compte, c'est pratiquement 3 surfaces articulaires. Ou gagne une première surface articulaire qui est essentiellement claviculaire. OK? Mais ou gagne 2 autres surfaces articulaires. Une qui parle du côté du manobrium sternal, mais l'autre on petit petit que vous pouvez joindre au niveau de la première côte. OK? Et 2 surfaces en côté de cartilage, ça, vous pouvez le séparer par un ménisque. OK? Ou plutôt, bon, il y a des livres qui disent ménisque, là, ils disent son disque articulaire. OK? Ça permet justement pour qu'à lever pour être sans problème. Et comme toute articulation, il est enveloppé par une capsule articulaire et il y a des renforts au niveau de capsule articulaire, capsule articulaire qui ont relié des ligaments. Donc, il y a un ligament qui a relié tous les 2 clavicules qui ont relié interclaviculaires et il y a un ligament sternoclaviculaire antérieur, postérieur. Et ce qui fait que vous avez articulation sternoclaviculaire, une articulation qui a 2 degrés de liberté. Donc, je vous réfère encore une fois à l'épaule. Et donc, cette articulation qui a 2 degrés de liberté permet les mouvements d'élévation, d'abaissement, d'interversion et de rétroversion. OK? Et la combinaison de tout ça, c'est la circumduction. Ensuite, on a articulation acromioclaviculaire. Articulation acromioclaviculaire, c'est une articulation, bon, on dit une articulation bien rase, ok? Et articulation acromioclaviculaire, ça, l'est enveloppé simplement de la capsule renforcée par un petit ligament acromioclaviculaire. Donc, quelquefois, à l'intérieur de cette articulation, il y a un joindre un ménisque, ok? Et comme articulation, ça, il n'est pas bien qu'un ok, il va renforcer par les ligaments coracoclaviculaires, le ligament trapézoïde et le ligament conoïde qui se retrouvent en rapport avec l'incisure suprascapulaire. Autre et dernière articulation, nous avons l'articulation gléno-humérale. Cette articulation, en fin de compte, est faite de 2 os. Nous avons la cavité glénoïdale qui se trouve du côté de la scapula et nous avons le processus articulaire qu'on appelle la tête humérale. Comme vous voyez, cette articulation, elle n'est pas concordante, elle n'est pas congruente. C'est-à-dire que il n'est pas fait de 2 os, une rentrée dans l'autre. Ce qui fait que son articulation qui est très mobile, mais malheureusement qui est très instable. OK? Et nous parlons que il y a un renfort ligamentaire, mais surtout un renfort musculaire. C'est ce qu'on appelle, il aura des ligaments actifs. Ce n'est pas seulement ligaments passifs, c'est ligaments actifs. Donc, comme toute, c'est une articulation synoviale, OK, qui a 3 degrés de liberté. Donc, ils permettent interversion, rétroversion, ils permettent abduction, adduction, et puis ils permettent rotation médiale et rotation latérale. OK? Et articulation, ça, donc, on va retrouver la capsule articulaire qui est doublée en dedans par la membrane articulaire. Ensuite, on va retrouver un côté pralgenti, lorsque le bras est pendant, on va retrouver les récessus synovial, c'est détendu. Lorsque le bras est pendant, c'est ça qui fait que ou qu'à lever pour un tout parce que ou gain pli dans la capsule articulaire. OK?
Ensuite, on va retrouver faisant partie de l'articulation et intra-articulaire, mais extra-synovial. Ok, on va retrouver le tendon de la longue portion qui va passer dans le canal intertuberculaire et qui va justement pouvoir rester en place grâce au ligament transverse de l'humérus. Donc là, nous avons un schéma qui montre nous, ok, le tendon, on a une vue supérieure. Il y a d'autres schémas aussi qui, là, vous avez le schéma pour la capsule articulaire, le renfort de la capsule articulaire avec le tendon qui rentre là-dedans. Ici, vous avez la membrane synoviale et puis on montre qui genre tendon, bon, font augmenter le pour nous. Ok, là, vous voyez bien que tendon, il n'est pas à l'intérieur de la synoviale. Il est donc extra-synovial, mais comme il est recouvert par la capsule articulaire, on dit qu'il est intra-articulaire. Et là, vous avez la capsule articulaire qui est renforcée par les ligaments. En haut, vous avez le ligament coraco-huméral, ensuite le ligament scapulo-huméral supérieur. Ok, on va avoir un petit pertuis, okay, justement pour la bourse substendineuse du subscapulaire. La différence qui est entre les deux bourses, vous connaissez une bourse, bon, mettez le petit pour montrer, une première bourse là, et ok, et qui est subdeltoïdienne, qui n'a aucun rapport avec la capsule articulaire. Ok, c'est peut-être ça que lorsque on a commencé à faire ça, les tendinopathies de l'épaule, tendinite de l'épaule, lorsque le tendon du subscapulaire qui est là, vient chirer, capsule chirée, ou pas une communication entre la bourse séreuse subdeltoïdienne et la capsule articulaire, communication qu'au cas où lorsque vous injectez un produit de contraste. Ok? Mais normalement, physiologiquement, il n'y a pas de pertuis entre la bourse sous-deltoïdienne et la cavité articulaire. Ce qui n'est pas le cas, justement, ce qui n'est pas le cas pour la bourse du subscapulaire, sous le subscapulaire, ok, qui elle-même, elle est nourrie, le liquide synovial est nourri par la cavité articulaire. Et on retrouve les tendons qui sont en rapport et on retrouve encore notre cher tendon de la longue portion, ok, et on a montré d'autres tendons, ok. Vous avez le récessus capsulaire dont j'ai déjà expliqué. Pour une radiographie, donc sur une radiographie, songez comme cabane photo ça, puisque en fait, quand il fait partie du livre, tout ce qui est dans le livre, on va poser des questions, donc on va effacer toute bagaille, et puis me dire nous recommencer toute bagaille, essayer de comprendre le schéma, essayer d'identifier tout ça qui gagne. Donc là, ce qui est important, si nous regardez bien, nous avons un vide entre deux os. Pour qui ça, vide ça, il est occupé par le cartilage. Donc ce vide révèle l'épaisseur du cartilage. C'est ça qu'il faut avoir l'impression que les os sont pas en contact entre eux. En fin de compte, ils sont en contact entre eux parce que vous avez un cartilage qui sépare. Nous continuons toujours, mais on y a, nous voyons tous les muscles qui vont participer au renfort, la chape musculaire, ok, qui vont participer au renfort de cette articulation qui est instable. C'est pour ça que ces tendons-là, on va appeler ces tendons, on va les considérer comme étant des ligaments actifs, ok. Et ils font un petit chapeau qui va couvrir tête zone. C'est ça qui fait que la coiffe des rotateurs, bien que tout pas rotateur, exemple supraépineux, il fait partie de la coiffe des rotateurs, mais il n'est pas du tout rotateur. Donc, qu'on y a plus tendance à dire les muscles de la coiffe et retirés rotateur. Les muscles, essentiellement, ok, comme c'est l'épaule qu'on va voir, on va voir les muscles, le gré anatomie a mis dans l'épaule. Ok, parce que gré anatomie est façon pâle que le web.
Et sur ces muscles-là, nous parlons des muscles superficiels, les deux muscles superficiels, le trapèze et le deltoïde. Et en bas, muscle ça, on va rejoindre le grand et le petit rhomboïde avec l'élévateur de la scapula. Ainsi, nous avons deux muscles, le trapèze, qui gagne plusieurs parties, une partie cervicale, une partie horizontale et pour une partie qui va dans le dos, et qui va attacher sur le bord supérieur de l'épine, sur la lèvre supérieure du bord postérieur de l'épine de l'omoplate. Okay? Tandis que sur la lèvre inférieure du bord postérieur de l'épine de l'omoplate, on va retrouver le deltoïde. Je vais le grossi pour nous notifier bien. Ok? Et de l'autre côté, on va retrouver ça de façon un petit peu plus détaillée. Donc, on va retrouver justement la fameuse épine de l'omoplate avec ses deux versants. Un versant qui sera occupé par l'insertion du trapèze et l'autre par le deltoïde. Le deltoïde lui-même est formé aussi de trois faisceaux, un faisceau antérieur, un faisceau latéral et un faisceau postérieur. Il va venir s'insérer distalement au niveau de la tubérosité deltoïdienne de l'humérus. En bas, alors le trapèze suivant ces faisceaux, par exemple le faisceau supérieur permet de faire l'élévation de l'épaule, le faisceau transverse permet de faire la frontalisation de la scapula, donc on fait référence à ça parlé nous déjà, d'aller voir les vidéos, tandis que le faisceau inférieur va plutôt va aider à l'abaissement de l'épaule. Ok? Tandis que pour le deltoïde, il y a trois faisceaux. Le faisceau antérieur va surtout jouer un rôle dans l'abduction, le faisceau postérieur parle dans l'antéversion, le faisceau postérieur dans la rétroversion et le faisceau latéral dans l'abduction. Bien que les trois faisceaux mis ensemble, ça va plutôt permettre à ce que ce deltoïde soit un puissant abducteur, ok, mais en même temps, il a fait abduction, il a tendance à lever tête zoa, ok, et nous parlons, ça va rentrer en jeu dans le conflit de la coiffe côté tête zoa pour finir par grager tendon, la bourse sous deltoïdienne d'abord, ensuite le tendon du supraépineux et donner ce qu'on appelle justement à une tendinopathie de l'épaule. En bas, tout muscle on va retrouver les muscles rhomboïdes et justement l'élévateur de la scapula. Ok? L'élévateur de la scapula, il va avoir un rôle dans l'élévation latérale du bras, l'élévation antérieure du bras, parce qu'il va jouer aussi un rôle dans les mouvements de sonnette, de la scapula qui sont nécessaires pour permettre au bras d'arriver jusqu'à 180 degrés. Donc, c'était tout ce qu'on avait à donner. Et bon, je ne sais pas que nous avons lu tout le livre là-bas, nous. Ok, mais à vous de voir le reste. Et n'oubliez pas que ça, c'est anatomie topographique que je ok, pas bail anatomie, pas bête vidéo parce que tu as trop chargé de toute façon. Les sous site là déjà, vidéo sur la fonctionnalité de l'épaule. Donc, conseillez-nous, ok, pour nous like vidéo ça, ou bien que nous sous page, que ce soit Facebook ou bien ça pas Facebook là, YouTube, que nous sur YouTube, like-les, comme ça, chaque fois que je mets une vidéo, de vous like page, il y a mais une nouvelle vidéo qui vient. Donc, au revoir et nous parlerons pour la prochaine partie de l'anatomie dans la prochaine vidéo.